dans une petite pièce intime. Euh, je ne voudrais pas abuser de votre patience avec de longs exposés. Et je crois que probablement il y a des sujets particuliers qui vous intéressent, que je vais essayer de vous aider à analyser. C'est pas beaucoup plus que je puisse faire, mais tout de même, je pense qu'il faudra que j'essaye de cadrer un peu la discussion avec un certain nombre de réflexions préliminaires. Je vais commencer par vous raconter que quand avant de venir à Paris, j'étais directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères. Et donc il y avait un va-et-vient interminable de visiteurs de toute l'Europe qui venaient pour un rendez-vous, pour une visite, pour quelque chose. Donc des gens que probablement vous n'allez jamais revoir dans votre vie. Et donc c'est pas la peine de commencer à construire des grandes relations, mais il faut quand même entamer la discussion d'une manière ou d'une autre. Et j'avais donc un moyen de le faire que j'utilisais pendant des années, qui à peu près était la phrase suivante. Bienvenue, madame, monsieur. Je dois vous dire que vous êtes venu en Israël à un moment particulièrement intéressant. J'ai utilisé cette ligne pendant des années, je n'ai jamais menti. Je vous promets, je n'ai jamais menti. Et c'est à peu près la même chose que je vais faire avec vous. Parce que c'est vrai que vous êtes venu à un moment particulièrement intéressant, parce que il y a en perspective pour ce pays un moment de décision importante à faire, une élection qui a été annoncée pour le 22 janvier et qui va remettre devant l'opinion publique israélienne les questions vitales. Certains utiliseront le terme un peu extrême, mais souvent juste, de questions existentielles, avec une particularité, c'est que ce sera au bout d'un mandat qui s'est avéré comme l'un des plus stables de l'histoire politique israélienne. Je mentionne ce détail parce que beaucoup d'amis d'Israël, et beaucoup d'Israéliens d'ailleurs, ont eu le sentiment que c'était un mandat, c'était une période où le gouvernement a subi beaucoup de secousses, beaucoup de pression, il y avait une grande incertitude, il y avait un sentiment que les choses ne vont pas très bien, que les choses n'avancent pas, qu'il y a une stagnation. Et pourtant, le résultat final, c'est que, je pense, depuis les années 80, il n'y a pas eu un gouvernement qui aura accompli un mandat de 4 ans. Nous avons eu des gouvernements et des élections à répétition pendant les années 80, 90 et la première décennie de l'année 2000. Donc, je vous en prie. Mademoiselle. Donc, 4 ans d'un gouvernement de centre-droite, ou de droite plutôt, disons les choses, qui donc a bénéficié d'une stabilité politique tout à fait inhabituelle pour Israël. On dit toujours que les élections en Israël sont en fait un référendum sur les questions de l'avenir régional ou l'existence régionale d'Israël, c'est-à-dire les questions de guerre, de paix,
pérennité de cette aventure sioniste et que, en fait, toutes les autres questions qui préoccupent les électeurs dans toutes les autres démocraties du monde, ma foi, sans disparaître complètement, sont reléguées au deuxième ou au troisième plan. Mais il me semble que la première particularité du scrutin qui nous attend le 22 janvier prochain, c'est que peut-être plus qu'avant, il y aura une sorte de bras de fer entre deux tendances. L'une qui est la tendance politico-sécuritaire et l'autre la tendance socio-économique. Et je vais un peu élargir sur ce sujet si vous me le permettez. Je vais commencer par la deuxième parce qu'elle est, comme je l'ai insinué tout à l'heure, elle est la moins habituelle. Les questions de société, les questions de l'économie sont, je ne peux pas dire sont arrivées sur la scène parce qu'elles étaient toujours là, mais ont explosé d'une certaine manière l'été, il y a un an, pas l'été dernier, mais celui qui précédait, avec les fameuses images du boulevard Rothschild, avec les jeunes gens et les moins jeunes gens qui se sont installés là-bas dans des centaines et des centaines de tentes, les grandes manifestations hebdomadaires tous les samedis soirs, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers d'Israéliens qui se sont mobilisés pour la première fois, je dois dire, se sont mobilisés sur des questions de leur existence économique et sociale. Les grandes manifestations, les grandes mobilisations populaires en Israël, historiquement, ont toujours eu lieu autour des événements de sécurité, c'est-à-dire la guerre du Liban, la guerre de Kippour, les accords d'Oslo. C'était toujours ça les sujets qui mobilisaient les gens, ce qui est évidemment très important. Mais en tant qu'Israélien, je me suis toujours demandé comment ça se fait que les Israéliens moyens subissent leur sort et leur existence sociale et économique sans s'exprimer. Je ne veux pas dire sans protester, parce que peut-être ils étaient contents, mais quand même, on a tendance à croire que dans une démocratie, les gens s'expriment d'une manière ou d'une autre pour parler de leur sort, de celui de leurs enfants, de leurs espoirs, etc. etc. Et ça s'est toujours fait en Israël vraiment dans un modèle très modeste. Et donc, pour la première fois, il y a eu cette grande mobilisation avec une énergie continue, une énergie considérable, à la fois de chiffres et de persévérance, pour parler de sujets qui étaient presque inexistants dans le débat public israélien, en dehors de la presse évidemment, et du débat académique. Pourquoi en fait quels sont les sujets qui ont amené, quelles sont les composantes qui ont amené ce sujet sur le devant de la scène? Je dirais probablement 3 ou 4. Le premier est un peu paradoxal. C'est le succès de l'économie israélienne. C'est-à-dire que pendant une période de grande crise économique mondiale, l'économie israélienne, jusqu'à assez récemment, a pu traverser ces eaux très tumultueuses mondialement, tant bien que mal, plutôt avec des résultats impressionnants, avec une croissance économique qui a continué, avec une stabilité de l'emploi, avec un certain nombre de grandes réussites dans l'exportation et avec
disons, une rigueur raisonnable dans la gestion de l'économie et notamment des finances, avec un gouverneur de la Banque centrale de grande renommée internationale qui est devenu presque un modèle pour beaucoup d'autres économistes mondiaux. Et donc dans ce sentiment d'une île de sérénité dans ces eaux, dans cette grande tempête mondiale, on prend le temps de regarder les choses. Et surtout, quand il y a déjà un an, les premiers signaux d'une brèche dans cette stabilité économique commencent à apparaître. Brèches qui vont devenir de plus en plus grandes pour arriver aujourd'hui à une réalisation que peut-être enfin, malheureusement, l'économie israélienne a été rattrapée par la crise internationale, et même si les chiffres ici sont encore disons dans une sphère qui ferait rêver n'importe quel ministre des Finances ou des économies européen, a créé quand même une grande inquiétude. La deuxième raison pour laquelle je pense que le sujet économique et social va être très présent dans ces élections, c'est évidemment donc, je répète, ce grand mouvement de mobilisation populaire qui a eu lieu l'année dernière, qui, malgré le fait qu'il n'a pas tenu, qu'il ne s'est pas maintenu exactement de la même manière cette année, a quand même changé considérablement le discours et a créé une sorte de prise de conscience dans tout le débat politique israélien. C'est-à-dire les hommes, les décideurs politiques, hommes, femmes, directeurs des grands ministères, élus, mais aussi les patrons des grands groupes industriels ou autres, ou bancaires, ont aujourd'hui forcément quelque part derrière la tête, avec chaque décision qu'ils prennent, conscience que ce pays, que ce peuple a prouvé sa capacité de se mobiliser et de protester. Et je pense que même si les résultats tangibles, immédiats du mouvement de l'année dernière, on peut les compter sur les doigts d'une main, historiquement, je pense que ça aura marqué le discours et l'avenir politique de ce pays. Et je crois que la première preuve sera donc le 22 janvier. Troisième raison, c'est que ce qui est évidemment le pilier d'une économie ouverte, d'une économie démocratique, d'une société démocratique, c'est-à-dire la classe moyenne, souffre considérablement depuis quelques années, malgré les soi-disant années fastes de l'économie israélienne. Et il y a une prise de conscience que les grands discours des dirigeants politiques qui ne cessent de se vanter des réussites de la macroéconomie israélienne, en fait, ne font que souligner la difficulté des individus dans cette réussite. Parce que si tout va tellement bien, pourquoi ça va si mal pour moi? Pourquoi la distribution de cette réussite économique, de cette réussite de l'économie nationale, ne se manifeste pas dans la qualité de vie, dans le niveau de vie, dans le niveau d'espoir que peut avoir une famille moyenne en Israël. Et qu'en fait, cette classe moyenne subit une érosion permanente dans sa capacité
de vivre correctement. On ne parle pas ici des chômeurs, des classes pauvres, on parle de familles moyennes avec souvent 2 salaires, des gens qui ont fait des études, qui ont fait leur service militaire, qui travaillent et qui n'arrivent malgré tout pas à avoir la qualité et le niveau de vie qu'ils auraient espéré pour eux et pour leurs enfants. Et comme donc dans un certain nombre d'autres sociétés, notamment en Europe, mais pas seulement en Europe, il y a eu un mouvement de colère, justement, de cette classe moyenne. Ça, c'est donc la troisième raison, et je la mentionne essentiellement parce que c'est cette classe moyenne qui est aussi celle qui vote le plus. Ce sont des gens qui sont très mobilisés politiquement, ce sont eux la plupart, évidemment, ce n'est pas systématique, mais la plupart des membres des grands partis viennent de cette classe moyenne. Et ce sont des gens qui vont avoir et qui ont déjà de l'influence sur l'ordre du jour politique de ce pays. Accessoirement à ça, il y a la quatrième composante qui est venue suite aux 2 précédentes, c'est-à-dire le mouvement social, sociétal et la crise de la classe moyenne. C'est une prise de conscience sur les grandes inégalités dans l'économie israélienne. Une prise de conscience sur le fait que des pourcentages irraisonnables de l'économie israélienne sont tenus entre les mains de quelques familles véritablement, ou quelques familles économiques, qu'il y a des cartels, qu'il y a une centralisation de l'économie israélienne qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas acceptable. Et donc il y a eu un grand cri de colère et de protestation, à la fois souvent de manière irraisonnable, à la fois contre les industriels ou les financiers ou ces grandes familles elles-mêmes, qui évidemment n'ont pas que des choses à se reprocher, parce que, à part le fait qu'elles tiennent des conglomérats énormes, des holdings énormes, qui tiennent à la fois des banques, des usines, des productions, des distributions, des ventes, etc. Donc, ils couvrent toute la chaîne de certains secteurs de l'économie, ce qui est évidemment une situation très malsaine. Évidemment, ce sont aussi des grands employeurs et des grands vecteurs de la croissance économique, etc., etc. Mais ils sont devenus extrêmement impopulaires. Surtout que eux, comme beaucoup d'autres dans le monde, qui sont des vrais tycoons, comme on les appelle chez les Américains, n'ont pas investi qu'en Israël. Ils ont eu de gros investissements internationaux qui ont subi le même sort de tout le monde internationalement, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont perdu énormément d'argent sur les marchés internationaux et qui, certains Israéliens le disent, font subir ces pertes justement aux Israéliens, parce qu'ici les choses se sont plutôt bien présentées. Donc, grande problématique autour des inégalités et des cartels. Ça, c'est donc ce qui se trouve sur la balance du côté du social et économique, incarné de manière extrêmement claire par ce que j'appellerais le nouveau parti travailliste. Nouveau parti, mais un parti qui a subi un grand renouveau, un renouvellement, qui s'est trouvé au plus bas historique de son existence, avec 8 députés qui lui restent aujourd'hui, après la scission de Ehud Barak, qui était à la tête de ce parti, qui a créé un nouveau parti, qui a pris avec lui 5 des 13 députés que le parti a pu avoir pendant les dernières élections. Donc le parti s'est retrouvé avec 8 députés.